Un lancement de voiture dont j'étais vraiment curieux, eh bien c'est celui d'Aston Martin, tellement la progression qu'ils ont faite en 2022 m'a laissé un petit peu sur le cul, on va être honnête. Ils avaient commencé la saison de manière absolument catastrophique, ils l'ont terminé en se battant avec Alpine à la régulière et ça c'est assez fort. Et forcément, j'attendais de voir Alonso en vert, ce qui fait bizarre et presque un peu jeu vidéo d'une certaine manière, genre transfert sur F1 22. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il a porté cette couleur, puisqu'en 2002, il avait testé la Jaguar, qui aujourd'hui est devenue l'équipe Red Bull. Bon alors, faut dire que l'Asturien aura roulé en Grand Prix pour la moitié des écuries de la grille en comptant Aston Martin. Le voir avec une combinaison Red Bull ou Mercedes, en vrai, ça nous étonnerait probablement pas vraiment désormais, tu vois. Alors ce lancement était aussi l'occasion de voir où en est cette équipe qui se développe à grands coups de millions de dollars de la part de Lawrence Stroll. Et je dois dire que le live et les intervenants, moi personnellement, je pense qu'ils nous ont pas déçus. Environ une quarantaine de minutes de live, ça a fait un chouïa long, pourtant ça avait bien démarré avec Lawrence Stroll justement, qui a étalé son ambition qui ferait presque peur tellement on a l'impression qu'il part d'un futur qui est gravé dans le marbre et qui est tout sauf hypothétique, le tout devant bien évidemment des invités mais aussi des employés de l'usine et ça fait toujours un peu plaisir. D'ailleurs, il y avait cette atmosphère que l'équipe avançait d'un seul bloc vers un objectif, qu'ils étaient tous conscients à la fois de l'immense tâche et du travail qu'ils ont besoin de fournir et qu'ils ont déjà fourni, et que cette AMR 23 ne représente finalement qu'une étape dans leur voyage. Alors ça tranche un petit peu avec McLaren où on sentait beaucoup plus de retenue, de réserve et probablement plus de doute qu'ils ne le voudraient. Là, chez Aston Martin, on était un peu dans le cas inverse. Donc on a vu Mike Krack monter sur scène, le team principal de l'écurie, suivi du nouveau directeur technique, alors qui est arrivé déjà l'année dernière, un certain Dan Fallows, qui, rappelez-vous, est un transfuge de chez Red Bull et qui avait beaucoup fait parler car on lui a attribué l'origine du ponton copié-collé de la Red Bull sur l'Aston Martin au Grand Prix d'Espagne 2022. Il venait effectivement d'arriver dans l'écurie de Stroll. Du coup, il n'est pas arrivé les mains vides le gamin. Cette AMR 23 est donc la première monoplace de l'écurie de Silverstone à être majoritairement faite par Dan Fallows qui remplace donc Andrew Green. Et elle est pour le moins agressive en tout cas, selon les dires du directeur technique. Comme pour Red Bull ou autres Ferrari et McLaren, on est sur une livrée qui est quasi identique, qui fonctionne plutôt bien, mais on a eu de la chance parce qu'on a vu la vraie voiture a priori, et on a pu apprécier quelques détails vraiment intéressants. Alors selon Dan Fallows, la voiture est à 95% nouvelle, ce qui pour un œil peu avisé, ou au premier coup d'œil d'ailleurs, est assez difficile à croire, c'est normal. Mais ce n'est pas qu'à l'extérieur que c'est le cas, c'est aussi sous la carrosserie, sur l'électronique, etc. qu'il y a pas mal de changements. Alors l'aileron avant fait tout de suite penser à celui de la Mercedes de l'année dernière, avec ce flap supérieur assez arrondi sur les bords, avec une redescente assez importante sur le bord du montant vertical, pour tenter de sortir au maximum l'air vers l'extérieur de la voiture, le fameux effet outwash que je vous rabâche depuis maintenant des années presque. Contrairement à l'année dernière, le nez est solidaire du plan principal de l'aileron avant et ce nez est arrondi et non plus carré. Les suspensions avant sont à poussoir, donc assez conventionnelles, mais le triangle supérieur est positionné pour tenter de faire redescendre le flux d'air de l'aileron avant vers le plancher et les tunnels Venturi. Alors c'est pas la première voiture à faire ça et en grande majorité, quasiment toutes les voitures commencent à avoir cette configuration-là. D'ailleurs, il paraît que Aston Martin aurait trouvé un mécanisme proche de celui de la Red Bull concernant les suspensions qu'on appelle anti-lift en anglais, qui permettent d'avoir en fait une garde au sol assez haute quand la voiture ne roule pas, mais très basse lorsqu'elle roule à grande vitesse. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, c'est une astuce mécanique et non pas électronique comme c'était le cas pour les suspensions actives dans les années 90. Mais Mercedes ou encore Charles Leclerc l'année dernière avaient effectivement remarqué qu'il se passait peut-être mécaniquement quelque chose avec la Red Bull en ligne droite qui l'aidait à aller probablement plus vite. Alors est-ce que c'est pour ça que la voiture avait très peu de marsouinage l'année dernière? Je sais pas. Ce qui se rapprocherait, on va dire, de ce mécanisme-là, vous savez, c'est les fameuses suspensions de chez Mercedes qui s'affaissaient d'un coup sec en 2021, je crois. Toutes les écuries avaient aussi ce genre de suspension en ligne droite pour que justement ça a créé une sorte de décrochage aérodynamique pour faire aller la voiture un peu plus vite en ligne droite. Les suspensions arrière sont donc attirants puisque Aston Martin utilise la boîte de vitesse avec les ancrages de Mercedes pour le moment, donc ça peut un petit peu les limiter dans la manière d'aménager l'arrière de leur voiture.
Ce qui veut dire aussi que chez Mercedes, on sera sur une suspension à tirant à l'arrière, a priori. Passons désormais au ponton en lui-même. Très grosse coupe sous l'entrée d'air du ponton, assez agressive, assez typique finalement de chez Red Bull, comme plein d'autres voitures. Mais par contre, c'est sur le dessus du ponton que tout change, car on part très clairement sur un mix de Ferrari avec ces sortes de saucisses qui encadrent une baignoire et qui sont assez arrondies. Cependant, même si la baignoire est très creuse, elle reste assez étroite et fait penser à l'Alpine de ce côté-là, qui avait un décrochage assez rectiligne, mais tout aussi étroit. Alors, forcément, avec ce genre de configuration, on essaie encore une fois d'amener mieux le flux d'air vers l'arrière de la voiture, vers la base de la beam wing, pour l'alimenter tout simplement, et aider le diffuseur dans son efficacité. Je le rappelle encore une fois, le diffuseur avec les tunnels Venturi sous la voiture, c'est là où on génère plus de 50% de l'appui aéro de l'ensemble de la monoplace. Donc maximiser la performance de ces pièces, c'est clairement une priorité. Pour finir, on a comme sur la majorité des voitures cette année, ce capot moteur qui longe jusqu'à l'aileron arrière et qui redescend là aussi sur la beam wing. On tente d'aider encore une fois la performance du plan principal de l'aileron arrière. J'ai l'impression que tous les capots moteurs commencent vraiment à se ressembler beaucoup pour le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a quasi aucune différence sur les capots moteurs cette année. Alors maintenant, il faudra voir ce qu'elle donne en piste aux mains de Fernando Alonso et de Lance Stroll. Alors déjà, le Fernando a été très élogieux sur Lance Stroll, qu'il pouvait devenir champion du monde, qu'il était très bon, machin, etc. Alors, on va être honnête, il en a fait quand même un petit peu trop. Si vous pensez que Fernando est sincère, vous vivez dans le déni. C'est malheureux pour vous, mais c'est comme ça. En revanche, dire que Stroll est une daube absolue, là aussi, je suis pas d'accord. On en démontre ses quelques podiums, sa pole position en Turquie en 2020 par exemple. C'est pas le crack générationnel, mais il se défend malgré tout. Et malgré quelques bourdes un peu nombreuses de temps en temps. Alors Alonso a admis que ça lui prendrait à peu près 3 courses pour être à 100% avec la voiture et l'équipe, ce qui est tout à fait compréhensible. Et que si l'opportunité se présentait d'aller chercher un podium ou mieux, il la manquerait pas. Il va y aller. Il va vraiment y aller. Tu me diras normal en même temps. Alors pareil du côté de chez Stroll, même si parler à la presse, que ce soit Laurent Dupin ou d'autres journalistes, c'est pas du tout, mais alors pas du tout son truc. C'est toujours un peu complexe de sentir sa sincérité concernant ses ambitions, ses émotions, etc. Il cache très bien sa joie en tout cas, mais je suis persuadé qu'elle est là quelque part. Au fond de lui, voilà. Laissez-moi rêver, laissez-moi dans le déni s'il vous plaît. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et personnellement je trouve que ça frappe, c'est que Lawrence Stroll, quand il dit qu'il veut qu'Aston Martin soit l'une des meilleures équipes de l'histoire de la F1, la manière dont il le dit fait un peu peur parce que justement on sent qu'il ira au bout et que ça va pas se passer autrement. Arriver à faire passer ce genre de truc, c'est fort. Il a réussi à me mettre un petit peu dans ce feeling ambitieux où on sent que le gars a pas juste racheté une écurie pour y mettre son fils, mais pour construire un projet, une usine à plusieurs centaines de millions de dollars, une marque de voiture qui va bénéficier des avancées technologiques de son écurie de course, qui est en catégorie reine du sport automobile, de recruter les meilleures personnes dans chaque domaine et finalement de vivre son propre rêve de grand passionné de la Formule 1, avoir une équipe et une marque qu'il détient et avec laquelle, entre guillemets, il va jouer. Parce que oui, Lawrence Stroll, il n'est pas arrivé en jet privé avec son fils en mode « Coucou, je veux que mon gamin, il roule en Formule 1, s'il vous plaît ». Le père Stroll, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le paddock de F1, d'une manière ou d'une autre, et sa collection de beaucoup trop nombreuses de Ferrari qu'il a dans son garage, là, ça termine de vous dire que si jamais vous vous retrouvez face à lui, parlez-lui de bagnole. C'est le meilleur moyen de ne pas passer pour un con, mais juste de passer seulement pour un ignare. Bref, oui, il y a un truc cette année chez Aston Martin qu'on avait pris un petit peu à la rigolade les années précédentes, de manière assez justifiée, je pense. Et cette transition de Racing Point est vraiment terminée. Malheureusement, ça s'achève aussi avec le départ de Sebastian Vettel. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Oui, ils vont pas gagner à Bahreïn à la régulière d'un coup sec, normalement si tout se passe bien, mais ils sont en chemin. Ils sont clairement en chemin. Alors chez McLaren et Alpine notamment, va falloir se tenir prêt parce que ça va se faire aborder sévère par un Canadien qui s'appelle Lawrence Stroll.